One, two, one, two, three. La partie de film, d'accord. Et après le reste. Parce Dans le que bâtiment là, c'est le troisième socle, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres et dans le bâtiment, on dit bah dans non. le TPA, On est d'accord, hein. tout va. Vous êtes bon, vous? Allez, feu. Hier, c'est bon pour toi? Donc, troisième volet de l'économie, enfin troisième pilier, le bâtiment. Pour trois raisons. La première, 200 000 SDF en France. Première bonne raison. Deuxième raison, on a quelques pourcentages d'immeubles délabrés qui nécessiteraient un peu de rénovation. Et troisièmement, ça crée de l'emploi. Donc si on est dans une démarche d'essayer de relancer l'économie, sachant qu'on a un déficit de logement, ouvre mieux le rideau peut-être. Ouais, le rideau. Là on va plus rien voir là. Donc si on a un déficit, désolé pour les miroirs, enfin pour les... Je suis plus là. Bref, donc si on veut contribuer à assainir l'économie, la faire repartir, on peut s'appuyer sur ce déficit de logement. Mais en ne faisant pas n'importe quoi. D'accord? La première chose, c'est qu'il faut se servir du bâtiment pour recréer du lien social. C'est pour ça que j'ai mis en place les cités-cœurs. Les cités-cœurs, c'est en fait un groupement d'appartements qui va être conçu en fonction de l'architecture de la ville, mais aussi en fonction d'un intérêt d'interaction entre les gens. On sait qu'une grosse partie de la population va vieillir, va avoir des besoins d'assistance médicale au quotidien, de gens qui vont devoir être à leur côté. Donc ça leur laisse comme possibilité soit d'être en maison de retraite ou maison médicalisée, ou soit d'être chez elles autonome jusqu'à ce que le bon Dieu veuille bien qu'elle le soit. Donc du coup, l'idée c'est de se dire, ça représentera une frange importante de la population dans pas longtemps. D'accord? Donc pourquoi ne pas s'en servir comme socle de futurs liens? C'est-à-dire autour des besoins de nos anciens qu'on a négligés quand même depuis pas mal de temps, et de leurs besoins nouveaux. Pourquoi ne pas leur créer des logements qui viendraient s'intégrer dans une cité-cœur, dans lequel on trouverait aussi d'autres composantes de la population, des gens de catégorie sociale supérieure, ce qu'on appelle des CSP+, qui vont avoir accès à des appartements d'un certain standing à certains prix, mais qui vont permettre aussi de pouvoir proposer à d'autres endroits de la résidence des appartements à des coûts beaucoup plus modérés et beaucoup plus accessibles à d'autres tranches de la population. Donc l'idée c'est d'avoir dans un seul groupe d'appartements une partie assistance médicale permanente, comme ça si 1, 2, 3 ou 5 ou 10 personnes âgées veulent venir ici habiter, elles trouveront sur le lieu un petit pôle médical qui leur permettront d'avoir leurs soins quotidiens en ayant une vie normale dans un appartement normal, et en ajoutant un jardin collectif et une agora, un endroit où les gens peuvent se parler simplement. Il ne s'agit pas de créer des toboggans machin, enfin, juste dans la conception de l'immeuble, faire en sorte que le vivant et l'humain se rencontrent. Et l'idée c'est de créer des petites bulles comme ça de vie au milieu de toutes ces villes qui aujourd'hui nous font vivre dans des couloirs, pour redonner une attractivité, donc lutter contre le manque de logement, recréer de l'unité sociale, permettre de pallier aux besoins de soins de nos personnes âgées à venir, donc ne pas les désocialiser et ne pas leur imposer de vivre dans des structures comme les maisons de retraite qui vont leur coûter 10 000 balles par mois. Permettre l'implantation de petits commerces, de petits Voilà. commerçants. Et donc l'idée c'est en ayant un immeuble ou une résidence conçue dans le but d'amortir les frais de construction en fonction de plusieurs types de populations, et avec un système de solidarité, on va réussir à faire en sorte que la petite mamie elle ait accès à un appartement avec des soins médicaux à un loyer raisonnable, mais en même temps que le CSP+, puisse vivre dans un endroit confortable pour sa vie, ses enfants, sa sécurité, tout ça. D'accord? Et en même temps que des classes intermédiaires sociales puissent aussi trouver leur place à travers des logements qui vont être proposés, et un cadre de vie, et ce fameux jardin collectif qui va pouvoir aussi permettre d'alléger le budget, mais aussi de remettre du vert dans nos villes. D'accord? Et une agora qui va permettre aux gens de pouvoir discuter. Tout ça, ça crée en quelques petits logements une ambiance plus conviviale que les cités dortoirs
qu'on a. Ça permet de réimplanter des logements dans des endroits qui sont un peu désertifiés aussi. Bref, en remettant l'humain encore une fois au centre du truc, on peut faire repartir l'économie en partie grâce au logement avec un plan ambitieux, avec des vrais objectifs. Il ne s'agit pas de faire du HLM pour du HLM, parce que là tout le monde sait le faire, il n'y a que l'architecte qui change, et suivant son délire du moment, vous allez vous retrouver avec un bâtiment orange fluo ou gris 3 tons, mais il va se faire plaisir à lui, quoi. Mais si on réfléchit à l'immeuble ou à la résidence directement pour qu'elle apporte du bien-être à la fin, ben dans le dessin, dans le choix des matériaux, dans le choix de sa disposition, on va trouver des idées qui vont faire du lien, faire naître des nouvelles idées, et en plus s'inspirer de choses qui existent pour faire des choses nouvelles, donc en plus pouvoir montrer, servir d'exemple à d'autres qui voudront peut-être s'inspirer d'une nouvelle façon de faire du logement en France. Donc l'idée c'est de partir d'un besoin urgent, et plutôt que de le faire dans la précipitation, de réfléchir à une façon de vivre ensemble nouvelle, en intégrant dans les villes actuelles une nouvelle façon de vivre ensemble à travers les cités-cœurs. D'accord? Ça, le but premier, c'est vraiment de faire du lien social. Oui, pardon, c'est ma fenêtre qui s'ouvre. Oh merde. Le but, c'est vraiment de faire du lien social à travers un bien obligatoire dans nos vies, le logement. D'accord? J'ouvre une parenthèse. La première décision, si un jour le projet Sola arrive, la première de toutes qui sera prise avant n'importe quelle autre, c'est de réquisitionner des logements pour mettre à l'abri tous nos sans-domicile. Faire une collecte géante de tous les gens qui auraient des meubles, des choses comme ça, dont ils ne se serviraient La plus, solidarité quand même. à faire des points de collecte dans toutes les communes de France. La vraie solidarité quand même. Voilà, réquisitionner toutes les mètres carrés disponibles dans ce pays, habitable sur l'instant, et putain, faire dormir nos frères, nos cousins au chaud, bordel, putain, c'est le premier droit humain, quoi. Moi j'applaudis parce que franchement je trouve ça génial. Non mais je n'en ai parlé qu'au niveau des bâtiments, mais parce que le chapitre Et le ça, veut. c'est une réforme qui doit être applicable, ouais. Non mais ça, il n'y a même pas besoin de se poser la question. Non, tu dis- mais tu dis- n'importe qui est dans la rue, Ah ouais. s'il y a une seule personne qui se retrouve pour X raison sans maison, elle doit pouvoir dans l'immédiat réquisitionner n'importe quel appartement. De toute façon, c'est n'importe passé quelle dans la maison loi du droit au qui logement. hein. correspond à ses besoins. C'est dans la loi depuis déjà 4 ans ou 5 ans. hein. Mais voilà. Donc, quelle que soit la première chose que le projet décidera, c'est voilà, Une réquisition obligatoire. on va chercher tous nos frères citoyens et on les fait dormir au chaud dès le premier soir. Il n'y a même pas besoin de se poser la question. Et après, on collecte les meubles, on les installe. Mais je vais aller plus loin. Parce que j'ai pensé aussi, parce que ces personnes sont des domicile fixe, il faut les resocialiser aussi à un moment donné. Oui. Il y en a beaucoup qui sont partis un peu en mode galère, quoi. Réintégrer, en fait. Donc j'ai eu une idée. Je me suis dit, tiens, dans un premier temps, pour pallier à l'urgence, on va réquisitionner des appartements, des endroits où on va pouvoir les accueillir. Mais ce qu'on peut demander aussi, c'est aux architectes de France de nous concevoir une maison autoconstructible et de choisir des terrains qui appartiennent à l'État, dans lequel on va installer de quoi subvenir à leurs besoins un groupe de personnes, et pour qui se resocialiser, on va leur demander de reconstruire leur propre maison. Donc on va leur réapprendre la discipline, de se lever le matin, faire une journée de travail, et ils vont la fabriquer gratuitement. On va demander à des architectes de concevoir une maison fabricable pour pas grand-chose, et ce seront leurs heures de travail comme s'ils étaient salariés normaux. Ils vont rembourser leur maison en heures de travail en fait. Et la maison sera conçue pour qu'à la fin, quand ils auront construit, le nombre d'heures de travail gratuites qu'ils auront donné pour leur maison les rendra propriétaires de plein droit de leurs biens. Ce qui fait que le temps d'une construction de maison, tu réinsères des gens, tu leur donnes l'envie de vivre, tu leur donnes un toit. Si tu mets un petit jardin collectif et des moyens de subvenir à leurs Je refais besoins. notre cité cœur avec. Oui, mais là c'était vraiment pour toucher au problème, parce que les sans domicile fixe, c'est une population particulière, parce qu'ils Ouais. sont tellement à côté du système qu'ils ne veulent plus même entendre, ils sont mieux sans nous, quoi. Et il faut leur donner envie de recroire en nous. On recroit. Donc du coup, Absolument. si tu fais concevoir une maison qui coûte pas très cher en conception et en réalisation, et que tu la rentabilises économiquement par la main-d'œuvre gratuite que fournira le SDF pour sa fournir, quand je dis lui-même, il ne va pas se faire tout seul. Tu peux mettre par exemple 4-5 SDF ensemble. L'idée, c'est qu'il y ait la possibilité pour quelqu'un qui dort dans la rue depuis des années de retrouver Une vraie l'envie vie. de faire partie avec, enfin, de nous
sans arrière-pensée et avec envie de le faire, quoi. Et j'ai trouvé que ça comme solution, je me dis que, parce qu'il faut que ça vienne de lui, de ses tripes. Donc si le mec il sait que sa maison lui appartient à la fin, je pense qu'il n'aura pas beaucoup de scrupules à la construire lui-même. Et si tu lui mets en plus ce qu'il faut pour qu'il puisse subvenir à ses besoins derrière, donc stabiliser sa vie, bah après avoir passé quelques journées à glander limite dedans, il va peut-être avoir envie de voir ce qui se passe un peu dans le monde extérieur, parce qu'il aura tout ce qu'il faut pour sortir de la condition d'urgence dans laquelle il est. Et ça peut relancer aussi l'économie dans un autre chapitre, parce que si tu fais... d'associations qui pourraient Bien sûr, c'est juste... mais je pense que l'idée n'est pas trop mal. C'est pas ce que vous en pensez. Il y a une petite histoire où il y a une ancienne au Chili qui avait plus de baraque. Et si tu veux être suffisamment âgé pour pas pouvoir construire sa baraque, enfin avec des matériaux de construction plus conventionnels, on va dire, elle a utilisé des bambous et des bouteilles en plastique. Elle s'est construit une cabane pour être à l'abri. Mais une bonne cabane, tu vois, elle s'est fait... Le nombre de pêcheurs qui se construisent leur barque avec des bouteilles en plastique en forme de canoë. Non mais c'est juste notre cerveau, hein. Si on est en mode se sortir de la mer, on s'en sortira. C'est ça. Mais je me dis, moi, ça peut être une bonne solution que de mettre des architectes sur le coup, leur dire, voilà, vous me fabriquez un petit truc sympa, genre une ou deux chambres avec une pièce. Le mec, il met 2-3 mois à la fabriquer tout seul, s'il est obligé de la fabriquer tout seul. Mais sur une échelle de vie très courte, il a un but très facile à atteindre. Ça veut dire mise à disposition des espaces aussi. Mais bien sûr, parce que c'est une volonté, de casernes désaffectées, les terrains militaires, si tu veux trouver des terrains pour mettre des gens que tu veux aider, tu en trouveras. Tu poses un C'est une question de volonté. Convaincu. Donc voilà, et c'est pas 200 000 personnes qui vont ruiner la France, hein, on est Non, d'accord. mais ça veut dire qu'on récupère nos espaces publics aussi, qu'on récupère les espaces pour les investir d'une manière... Ah mais bien sûr, n'oublie pas le fonds participatif citoyen, c'est que tout ce qu'on laisse aux entreprises privées aujourd'hui qui leur amène un maximum de thunes, on le récupère nous. Et puis tout impacte surtout parce que, regarde le tourisme. Là, moi, Paris, c'est la ville où j'ai vu, et même pour les quelques villes mondiales que j'ai vues, où tu vois le plus de clochards dans les rues. À tout, t'as des ronds-points. T'as toutes les sorties de rond-point, t'as un mec. Tu passes par là, tu vas travailler, tu les vois tous les jours, les mecs. Nantes, je trouvais. C'est un truc de Ça a pris un coup, dans les dernières années, là, ça a pris un coup. Là. Moi, pour pas être de l'Ouest, quand j'ai débarqué là, ça m'a choqué. Oui, alors qu'il doit y avoir à Paris autant d'appartements libres que de personnes. Non, mais t'as des compagnies d'assurance, c'est plus rentable pour elles de garder un appartement vide, chauffé, que de le louer, parce qu'il fonctionne en défiscalisation. Donc un appartement vide, il est défiscalisable. Parce que c'est une charge pour l'entreprise. Alors que louer, c'est un apport d'argent. Donc ça les intéresse. Tu vois, on fonctionne à l'envers. C'est comme dans l'agriculture. Pour les terrains qui doivent rester en jachère, les mecs, sur une jachère, ils ont la PAC la plus élevée. Donc ils veulent garder les trucs, ils vont jamais aider un mec à s'installer sur un... La PAC, ça nous a tué notre agriculture. Ah, ça nous a tué. Et les agriculteurs eux-mêmes, on arrive aujourd'hui à la dénoncer. Enfin, ah bah carrément. Ils ont perdu toute leur dignité, quoi. Ils ont vu qu'ils vivaient que des aides alors qu'ils vivaient avant leur travail, quoi. C'est humiliant pour un agriculteur. Pour un terrien, ça le fout un peu. Les aides, ça doit être un complément, ça doit pas être... Mais oui, mais aujourd'hui, une ferme est plus rentable avec les aides de la PAC que par le fruit de son travail. Sans les aides, elle survit. D'accord. Donc pour le bâtiment, on a vu les city takers, on a vu le plan urgence pour les SDF. Bon, ça, je l'ai intégré dans le bâtiment, mais ce sera la première mesure à prendre. Dans le logement, quoi, un plan logement. Voilà. Après, il y a la remise en état des logements anciens. Ça aussi, c'est un sacré marché. Parce que là, il y a eu gavage aussi. Hein. Les panneaux solaires, vous savez pourquoi ça n'a pas décollé en France? Ça rapporte pas assez d'argent après. Tu rigoles ou quoi? Non, non, parce qu'il y a eu un peu gavage. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tu avais des mecs qui débarquaient dans les fermes. Ils disaient, voilà, ils disaient aux paysans, je vous construis votre hangar, donc vous pouvez exploiter le hangar, mais je reste propriétaire du toit. Comme ça, je mets plein de panneaux solaires. Parce qu'à l'époque, en fait, EDF rachetait 58 centimes, voire des fois 65 centimes du kilowattheure. D'accord. Et les agriculteurs, parce qu'un particulier, tu as vu à l'entrée, il y a des panneaux solaires, tu es limité en puissance, 3 kW par particulier. Ok. Par contre, un agriculteur, il n'a pas de limite. Donc tu lui fais un hangar de 500 mètres carrés de machin, il te met 500 mètres carrés de panneaux solaires. Donc du coup, à 58 centimes du kilowattheure, tu imagines si le mec il fait construire 500 mètres carrés de panneaux solaires, ce que ça lui rapporte. Et donc tu as eu plein de scandales comme ça, plein de gens qui ont abusé, qui ont profité des énergies renouvelables pour se gaver. Et donc du coup l'État a dit stop là, parce qu'il y a gavage. Et c'est vrai, parce que tu regardes les particuliers, ils n'ont pas tellement profité. Il y a toujours une petite niche qui fait qu'il y a toujours un petit loustic qui va prendre le truc et qui va... C'est ça qui est énervant. Et du coup, ça nous bouffe 80% de nos aides, 90% d'une politique de renouvellement des énergies, parce que on voit que c'est de l'argent foutu en l'air. Alors que si tu l'utilises intelligemment,
on continue à nous dire quand même que le nucléaire coûte moins cher que les énergies renouvelables. Alors c'est faux. C'est faux. Je parle même, c'est faux sans intégrer le démantèlement du réacteur. Je te parle, aujourd'hui c'est faux juste en termes de coût d'énergie à la production et redistribution. Aujourd'hui tu es pratiquement équivalent. Tu as un tout petit peu moins de rentabilité pour le renouvelable. Mais alors si tu ajoutes les coûts d'entretien plus les coûts de démantèlement d'une centrale, c'est mort. Le nucléaire il vaut 2 fois plus cher que le renouvelable. Économiquement. Donc ça montre bien que c'est politique. Oui. D'accord? Donc là l'idée, c'est de lancer un grand plan de rénovation de l'habitat, mais encore une fois, avec la mise en place d'un cahier des charges hyper pointu. D'accord? L'idée, c'est de faire un diagnostic de la maison en fonction émission zéro. Non, mais. Parce qu'une maison, tu vas pouvoir lui mettre tout ce que tu voudras, elle n'arrivera jamais au-dessus de C. Elle sera toujours énergivore. D'accord? Par contre, ce que tu peux faire, et c'est là où la France peut intégrer ses obligations liées à la COP21, c'est que tu peux, par exemple, intégrer la compensation carbone de ta rénovation d'habitat. Aujourd'hui, on arrive à construire des maisons à consommation énergétique zéro. C'est-à-dire que tu as une balance entre ce qu'elle consomme et ce qu'elle produit, tac, balance zéro. Mais si, par exemple, dans la rénovation d'habitat, tu prends une maison des années 50, ou même si tu changes les fenêtres, tu mets de l'isolation sur la toiture, tu changes les menuiseries, machin, la façon dont sont faits les murs, les machins, faut que tu, à part faire une, ce sera pas rentable. Ta maison, elle sera toujours énergivore. Bah, tu peux mettre en parallèle, dans un plan de défiscalisation, du reboisement, de la reforestation. C'est-à-dire que tu peux très bien, dans un projet d'amélioration de l'habitat, où tu vas avoir simplement des travaux qui vont être faits pour réduire ta consommation carbone et ta consommation d'énergie, tu peux en faire un tout qui fasse que, en plus de ça, toi particulier, tu vas décider de rendre ta maison carbone neutre. Et donc, dans ton plan de rénovation, soutenu en partie par l'État, on va te permettre de financer le reboisement d'une forêt en Amazonie, tout ça, calculé sur la durée de vie moyenne de ta maison. Et du coup, tu pourras dire, après travaux, que ta maison est neutre. Pour toute la durée de sa vie restante. Ce qui fait que du coup, quand tu prévois une politique environnementale pour l'avenir, quand on te demande de répondre à des critères d'émissions de gaz à effet de serre et tout ça, si tu intègres dans la rénovation de ton habitat, ça peut être des forêts en France, hein, je prie des forêts, mais l'idée, c'est que si tu intègres la notion de compensation carbone quand tu rénoves un habitat, et que tu pars dans le principe que chaque maison que tu vas rénover, à la fin de ton intervention, elle sera neutre, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu rénoves une maison, tu fais baisser ton bilan carbone de ton pays. Tout ce que tu le construis neutre. D'accord? Donc ça veut dire que sur une échelle de 2 générations, donc les critères qu'on nous demande d'ici à 2050, si tu regardes bien, hein, on peut réussir à tenir le plan de réduction d'émissions. Parce qu'à un moment donné, tout va se conjuguer. On va avoir des centrales, si on passe au sel fondu, qui vont être moins créatrices de déchets, donc moins de bilan carbone. On va avoir un transport de l'énergie qui va être moins coûteux, donc baisse des bilans carbone. On va avoir des maisons plus performantes, donc baisse de la consommation d'énergie, donc baisse du bilan carbone. D'accord? Et ainsi de suite. Donc quand tu déclines ça après sur les automobiles, sur la façon de fabriquer des vêtements et tout ça, tu vas te rendre compte qu'à l'échelle d'un pays, ça masse carbone. Donc du coup, tu permets à tes gosses de respirer un peu mieux déjà, mais en plus de ça, tu donnes l'exemple pour les autres pays. Et si tu veux que ta planète elle atteigne, parce que c'est bien beau, sinon on est à 0 de bilan carbone, mais que tous les autres qui sont à plus de 100, on aura l'air de con, quoi. Donc il faut à un moment donné impulser l'envie aux autres de dire il existe une solution qui va nous permettre à la fois. D'accord? Parce que si tu as des nouvelles plantes qui vont absorber le carbone, tu fais automatiquement réduire la date à laquelle la planète ne peut les ingurgiter. Donc à la fois tu baisses au niveau de ton habitat parce que les émissions baissent, parce que tes maisons sont en meilleur état, mais en même temps, simultanément, tu replantes pour refavoriser pour les générations futures. Et donc du coup, tu te retrouves avec une maison neutre carbone. Par exemple, tu dis, ma maison, avec la rénovation que je fais, il lui reste 100 ans de durée de vie. En se basant sur une moyenne de 4 personnes qui vivent dedans avec l'entretien qu'elle coûte, elle va coûter par exemple 30 tonnes de carbone sur sa durée de vie restante. Et bien tu plantes pour 30 tonnes de compensation carbone. Ce qui fait que déjà, tu neutralises la consommation carbone de ton habitat. Et là, tu as une vraie politique de faire descendre
les émissions de gaz à effet de serre et tu fais vraiment descendre ton bilan carbone. Et tu insuffles en plus une politique internationale de réduction. Et en plus, tu sauves des terres vierges, tu sauves... Bref, on est dans un cercle vertueux. C'est juste parce qu'on ne pense pas à connecter certaines choses que les choses ne sont pas. Mais si tu les connectes, qu'est-ce qui s'empêche à ça? Si tu regardes la plantation d'un arbre, aujourd'hui, tu as des associations qui le font pour, je sais pas, moins de 5 € je crois, pour planter un arbre. C'est ça? Avec un arbre, tu as combien? À peu près une demi-tonne de carbone Il n'y a pas que ça, je pense. Donc même si tu dois en planter 50, multiplié par 5 €, ça te passe à 25 pour 250 balles, tu compenses ta maison carbone. Pas mal quand même. Non? Non mais, après il faut ajouter tout, il faut mettre tout en... Parce que si vous voyez ce que ça donne là, ça commence à s'accumuler pas mal en termes de mesures pour l'économie, la fiscalité. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça c'est pour la partie rénovation de l'habitat. D'accord? Avec une dernière partie qui est celle qui est liée au logement, parce que le logement, c'était un chapitre à part dans l'ancienne version du projet, mais je vais l'intégrer dans la partie économique là, parce que à l'époque où j'ai écrit, on n'avait pas la politique de maison neutre, de nouveaux matériaux. Ah, bâtiment basse consommation BBC. Voilà, on était encore dans l'ancienne politique de logement. Donc moi, c'était juste de la quantité. D'accord? Donc là, ce que je vous ai donné, c'est adapté à notre nouvelle politique environnementale. D'accord? Par contre, il faut qu'on s'attaque au dernier problème, qui rentre toujours dans l'économie parce que ça fait rapporter de l'argent, c'est les marchands de sommeil. Je coupe. On arrête là pour ça? One, two,